Netflix balance une nouvelle série historique. Sefon Fersens, un drame suédois dans lequel le roi Gustave III sera joué par Jihad Abdallah. Et moi, ça me dérange. Et c'est pas la nationalité de l'acteur qui me dérange. Ah non, ça, Psartek. Ce qui me dérange, c'est qu'il a pas la gueule d'un roi, il a la gueule de Harouf Gangsta. Le roi ou Harouf Gangsta, je peux beaucoup te le rebeu, je suis Harouf Gangsta, t'as capté? Et bientôt, un documentaire Netflix sur Poutine. Et après, un biopic sur Greta Thunberg qui sera interprété par Omar Sy. Et tenez-vous bien, le prochain blockbuster de la plateforme, Bakary Potter. Bien sûr, je rigole, c'est juste des blagues. Mais c'est la réputation de la plateforme. Tout le monde se moque de Netflix parce qu'ils ont la réputation de faire tout le temps du color swipe. Non, moi, mon vrai problème avec Netflix, c'est le prix. Wesh! C'est quoi cette augmentation? Même le prix des kebabs n'a pas augmenté comme ça. En 2014, c'était 7,90 € et en 2025, c'est 22 € par mois. Et à 7,99 €, c'est l'abonnement où tu tapes toutes les pubs. Déjà, c'est quoi cette arnaque? Cet abonnement, il devrait être gratuit, vu que c'est financé par les pubs. Alors que Netflix, on leur reproche d'être beaucoup trop à gauche. Ils veulent que tous leurs spectateurs ils soient de droite, là, vu les prix. Moi, heureusement, j'ai jamais payé Netflix de ma vie. Et je vous jure, toujours le compte d'un pote. Et toi, t'as fait pareil, je sais. Tu me le dis dans les commentaires, tu l'as fait ou pas? Sinon, j'ai l'astuce du crevard ultime. Tu payes l'abonnement le moins cher, là, 7,99 €, mais tu choisis un profil enfant. Comme ça, il y a 0 pub. En fait, avant, c'était pas cher parce que c'était financé par des investisseurs. Sinon, ils étaient toujours dans le négatif. Mais aujourd'hui, ça y est, ils en ont marre des investisseurs, ils veulent faire les grands indépendants. En traduction, en gros, c'est à nous de les financer maintenant. Et je vous jure que ça ne va pas s'arranger, hein. Un abonnement de plus en plus cher pour un catalogue de plus en plus vide. Vous aussi, vous avez l'impression que Netflix, ils ont oublié comment faire du cinéma? Ça me trotte dans la tête depuis un moment. Parce qu'en 2017, 8 des 10 séries les plus populaires sortaient de chez eux. Et en 2024, seulement 2. Voilà quoi. 2. À l'époque, chaque projet Netflix avait sa patte. Tu pouvais pas confondre l'ambiance monochrome et glaciale de House of Cards avec les néons fluo de Stranger Things. Impossible. Aujourd'hui, peu importe ce que tu regardes, c'est une fresque historique. Un teen drama ou un polar, tout a le même goût de ravioli en boîte. On dirait que tout sort du même tapis roulant, de la même ligne de production. Et l'année dernière, Netflix a claqué plus d'argent dans la production que tout Hollywood il y a 10 ans. Donc chaque jour, des dizaines de séries et des films débarquent sur la plateforme. En 2024, leur catalogue est devenu officiellement le plus gros du monde. Et c'est pile à ce moment-là que le nombre d'abonnés a commencé à dégringoler. Timing parfait. Les spectateurs accusent Netflix de sucer jusqu'à l'os les anciennes franchises en balançant des budgets colossaux sur 2-3 acteurs bankable plutôt que d'investir dans du neuf. Mais malgré ça, Netflix quand même, ils sont passés du grenier à vieille série à la boîte de prod que tout le monde veut copier. Ah, parce que derrière eux, ça a déclenché une avalanche. Disney+, Apple TV, Amazon Prime, et aux États-Unis, t'as Max, Hulu, et au total, plus d'une centaine de plateformes dans le monde, toutes clonées sur le modèle Netflix. Mais soyons honnêtes, Netflix, ils ont pas juste lancé une mode, ils ont réécrit les règles. Ils ont transformé non seulement la manière dont on produit les films, mais aussi la façon dont on les regarde. Alors, mets un gros like pour me soutenir, moi, oui. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ma dernière vidéo n'a pas fait que des réactions positives. Alors, merci beaucoup pour tous les gens qui me soutiennent. Je vous jure, en ce moment, ça fait grave plaisir parce que, en vérité, je vous jure que j'ai essayé d'être le plus neutre possible, décrire la situation, citer des faits, donner les points de vue des deux camps, puis surtout être sympathique, quoi, sans insulter personne ni vouloir de mal à personne. Mais ça y est, on me réserve déjà le même sort. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. Je le demande pas souvent, mais allez-y dans les commentaires, donnez votre avis, défendez-moi si vous trouvez que c'est nécessaire et que vous êtes d'accord sur un sujet. En tout cas, moi, je vais pas afficher de commentaires ou des MP que j'ai reçus ou insulter quelqu'un. Moi, je vous jure, je suis pas dans ce délire-là. Je suis pas dans ce camp de la violence. Alors juste un maximum de Yagadakis à tous ceux qui sont avec moi. Et même à tous ceux à qui je plais pas. Vous savez quoi? Bisous à vous quand même. D'ailleurs, retrouvez-moi sur Telegram, l'endroit où on peut parler un peu plus librement. Hein. Et toi, dis-moi, c'est quoi l'avis sur une série Netflix qui peut te mettre grave dans la sauce? Dans cette situation-là. Donc tu me le dis dans les commentaires. Et aussi, bien sûr, c'est quoi ta série préférée? Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment Netflix ont d'abord sauvé le cinéma avant de tout faire pour l'achever? Alors, c'est parti. Action! C'est moi le boss. Alors pour comprendre tout ça, il faut remonter dans le temps, en 1997, l'année où tout a commencé. En vrai, si on oublie les dernières années là, Netflix, ils ont toujours eu le réflexe de faire tout l'inverse de ce que tout le monde fait. Au début des années 2010, quand tous les studios rêvaient de mettre leurs films en salle, Netflix produisait déjà pour le streaming. Et au milieu des années 2000, alors que le monde passait à peine des cassettes VHS au DVD, eux ils balançaient déjà les films de ces disques sur internet. À chaque fois que l'industrie prenait un chemin, Netflix y posait un panneau sens interdit et il partait en courant dans l'autre sens. Et cette mentalité vient de 3 types. Reed Hastings,
Mark Randolph et un peu plus tard, Ted Sarandos. Donc, quand je parle de Netflix dans cette vidéo, comprenez que c'est ces trois gars qui sont derrière les rideaux. Et donc, en 1997, leur grande idée révolutionnaire, c'était vendre des films en DVD. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans? Eh ben, il faut se rappeler qu'à l'époque, 99% des films sortaient encore en VHS. Le DVD, c'était une technologie qui venait tout juste d'apparaître au Japon. Donc, côté business, ça ressemblait déjà à un plan foireux. Personne n'avait de lecteur pour mater ça. Un peu comme aujourd'hui, en fait. D'ailleurs, toi, il te reste encore un lecteur DVD? En tout cas, Netflix, c'était pas juste de vendre des films en DVD. Non. Eux, ils faisaient sans boutique. Tout passait par Internet. Et il faut se rappeler qu'en 1997, Internet, c'était pas la fibre. C'était le bruit des modems qui sonnait comme un dauphin asthmatique. Et bien sûr, loin de tout le monde l'avait à la maison. Mais surtout, Netflix proposait un truc lunaire pour l'époque, c'était l'abonnement mensuel. Tu pouvais commander jusqu'à 4 films par mois. Et le lendemain, le facteur te livrait ça direct chez toi. Alors que pendant le reste du monde, ils découvraient à peine MSN et Google, ces trois types-là balançaient déjà des DVD par abonnement en ligne à toute l'Amérique. Et franchement, si j'apprends que Hastings, Randolph et Sarandos avaient inventé une machine à voyager dans le temps pour espionner les tendances du futur, je serais même pas surpris. Parce que comment expliquer tous ces délires? Les gars sont visionnaires à fond. Un abonnement pour les DVD via Internet, dans les années 90. Et le truc a marché de ouf. Et pas juste marché, non. C'était des abonnements par wagon. Tous les 3 mois, leur nombre doublait. Et un an plus tard à peine, alors que même pas 20% des gens avaient Internet, Netflix bossait déjà sur un algorithme spécial capable de deviner tes goûts et de te balancer les films pile dans ton délire. Vous vous rendez compte? On n'était même pas encore dans les années 2000 que Netflix avait déjà inventé les algorithmes et la première machine à recommandation. Ce qui te pollue ta page d'accueil YouTube là. Et ça s'arrête pas là. Parce que l'année d'après, ils balancent un nouveau outil qui fait vriller des cerveaux. Non seulement la plateforme te propose des films adaptés à tes goûts, mais elle te demande aussi de les noter. Oui, ce truc ultra basique qu'ensuite on a connu sur toutes les applis, bah c'est eux qui l'ont fait en premier. Les abonnés ont adoré. Et l'algorithme est devenu encore plus précis pour te servir ce que tu avais envie de mater. Et en 2005, Netflix envoyait déjà plus d'1 million de DVD par la poste, chaque jour. Et à ce moment-là, quasiment tout le monde avait un lecteur DVD. Donc c'était le moment parfait pour devenir le roi du business du disque. Mais Netflix, non. Les DVD, ça les faisait déjà chier. Ils avaient la dalle d'aller encore plus loin. Et en 2007, Netflix lance ses toutes premières diffusions de films en ligne. Alors soyons clairs, tout ce qu'on avait dit avant, là, les DVD, les abonnements par la poste mensuelle, les algorithmes, les notations, tout ça c'était génial, mais c'est vraiment de la poudre de perles en pimpin à côté de ce move. Parce que là, on parle de la vraie révolution. Balancer tout un catalogue de films de séries directement sur Internet. Et ça a cartonné. Des millions de gens dans le monde entier se sont jetés dessus. Mais il y avait quand même un énorme hic. Netflix ne possédait pas les films qu'ils diffusaient. Ils les louaient en gros. Les gros studios comme Disney n'ont pas cru une seule seconde que les streamings pouvaient rapporter un centime. Du coup, ils bradaient leur catalogue à Netflix pour 3 cacahuètes. Et Netflix, ils étaient trop contents. Ils se retrouvaient avec les films les plus connus du monde pour pas cher. Sauf que les studios pouvaient reprendre cette licence à n'importe quel moment. C'était ça le contrat. Et plus Netflix attirait des abonnés, bah plus ces grosses boîtes de production se disaient « Attends, pourquoi est-ce qu'on file tous nos films à ces gars-là? On pourrait les mettre en ligne nous-mêmes et garder toute la part du gâteau. C'est quoi le délire ?» En gros, Netflix, ils avaient inventé un festin, mais avec la nourriture des autres. Alors, vers 2010, tout le monde a enfin pigé que l'avenir du cinéma, ça allait passer par Internet. Et là, panique chez Netflix. Disney et compagnie ont commencé à rapatrier leurs films fissa. La bibliothèque des films Netflix s'est vidée à la vitesse d'un frigo étudiant à la fin du mois. Et forcément, ils ont eu la trouille de se retrouver avec rien. Donc du coup, ils ont pris une décision de ouf, mais assez logique, produire leurs propres films et séries, que personne ne pourra leur retirer. Le problème, c'est que Netflix, même s'ils étaient déjà balèzes, ils pesaient encore 10 fois moins qu'Hollywood. Se lancer dans la production, c'était comme un étudiant fauché qui décide d'acheter un yacht. Du coup, ils ont vraiment pris leur temps pour choisir leur premier projet original. 6 mois de recherche. Et là, jackpot. Parce que c'était House of Cards. L'Amérique contemporaine, l'élite politique qui se bouffe entre elles, les sénateurs qui se serrent la main pour mieux se planter un couteau dans le dos. Bref, je pense que tu connais tout ça. Et ils n'ont pas choisi ça au hasard. Souvenez-vous que dès le départ, Netflix bossait avec son algorithme de malade capable d'analyser tout ce qu'un spectateur kiffait. Et donc au début des années 2010, la télé cartonnait avec The Wire, Rome, Breaking Bad et Game of Thrones qui explosait tout. Et donc, conclusion de l'algo, le public adore les héros pourris, les intrigues politiques et la guerre pour le pouvoir. Et House of Cards cochait absolument toutes ces cases. Prenons juste un exemple pour comprendre la puissance de House of Cards. Première scène, premier épisode, le héros croise un chien blessé. Toi, normal, t'appelles un veto, au moins un voisin qui peut t'aider. Lui, non. Il l'achève froidement.
Le regard vide, zéro émotion. Et là, direct, tu sais à qui t'as affaire. Pas besoin de générique stylisé ou de backstory en 2-3 heures. Le mec, c'est une machine. Et après avoir tué le chien, il se lave tranquillement les mains et file à une réception mondaine. Comme si de rien n'était. Cruel, oui. Choquant, grave. Mais narrativement, c'est brillant. En 2 minutes, t'as cerné le personnage. Un requin politique, un tueur méthodique prêt à tout pour ses objectifs. Et comme l'histoire démarre pile au moment où il se fait trahir, donc c'est impossible à décrocher. Et donc du coup, c'était un succès monumental dès la première saison. La série était tellement populaire qu'elle tournait même dans le bureau ovale. Barack Obama lui-même en était fan. Il a tweeté pour dire « Ne me spoilez pas s'il vous plaît. Je ne suis pas Frank Underwood. Je suis Barack Obama. » Le succès était monstrueux, ils ont explosé tous les records, raflé plusieurs Emmy Awards et ils ont propulsé Netflix dans une nouvelle dimension. Et comme un petit hommage à ce carton, le fameux Toum Toum qu'on entend au début du générique est devenu la signature sonore de tous les projets originaux Netflix. Et bah ça vient de la série House of Cards. Et maintenant ça fait vibrer ton salon à chaque lancement. Et dans les années qui suivent, Netflix garde la même recette. Un genre populaire, plus une thématique bien costaud. Et donc t'as Narcos, clairement inspiré de Breaking Bad, sauf que là, c'est pas un prof de chimie paumé, mais Pablo Escobar en personne. Derrière, ça tape fort sur la corruption, les magouilles d'État et le business de l'ombre qui arrose la planète entière. Ensuite débarque Daredevil, un super-héros Marvel, mais version réaliste, poisseuse, presque à la hauteur de trottoir. Et en vrai, c'est une série sur les failles en fait, du système judiciaire. L'idée était donc de piquer un peu de buzz des Avengers et le mélanger avec un Sherlock mais sauce baston. Alors dit comme ça, c'est un peu bancal, mais au final, ça a super bien fonctionné. Puis il y a eu BoJack Horseman. Au début, ça ressemble à un mix entre South Park et les Simpsons, avec un cheval alcoolo en guise de star has-been. Mais plus les saisons avancent, plus ça nous plonge dans un thème hyper lourd. La dépression, les addictions, la santé mentale, la quête d'identité. C'est probablement une des séries les plus sombres et profondes de la plateforme. Et en 2015, plus personne n'avait de doute. Netflix n'était plus juste une vidéothèque cool, c'était une vraie boîte de prod, prête à se mesurer à Hollywood. Les abonnés arrivaient par millions, et chaque nouvelle série, aussi différente soit-elle, cartonnait et récoltait les louanges et la critique. Mais plus le public s'agrandissait, plus un problème devenait évident. Au départ, Netflix misait sur l'artistique justement. Prendre un genre populaire et en faire un truc profond, plus intelligent. Des séries adultes, ambitieuses visuellement, pensées pour un spectateur qui regardait vraiment, pas un zombie qui scrolle TikTok en parallèle. En gros, Netflix, ça ressemblait plus à HBO que W9. Du contenu premium, exigeant, pas taillé pour le grand public. Sauf qu'en 2015, le succès a attiré une foule gigantesque, hyper variée. Et contrairement à HBO qui visait volontairement une niche, Netflix s'est retrouvé avec une jungle de spectateurs au goût totalement opposé. Et pour les garder tous captifs dans l'enclos, la plateforme a dû revoir radicalement leur façon de produire les séries. Alors la période 2016-2021, c'est carrément l'âge d'or de Netflix. La Casa del Papel, The Crown, Black Mirror, Le Jeu de la Dame, Stranger Things, Squid Game, tout ça a sorti en à peine 5 ans. Et donc à ce moment-là, Netflix était devenu, si c'est pas la meilleure, mais en tout cas c'est la plus flamboyante des boîtes de production. Et c'est eux qui donnaient le ton et tous les autres suivaient. Stranger Things, ça a déclenché une avalanche de teen drama, style rétro. The Crown, ça a relancé des fresques historiques ultra luxueuses avec décors XXL et costumes clinquants. Derrière, on a vu naître Cléopâtre, les Bridgerton, Persuasion, The Empress, Anne Boleyn, et Elite a remis au goût du jour le drame du lycée friqué, mais version plus crue, plus adulte, plus coloré. Évidemment, chaque genre existait déjà, mais le mérite de Netflix, c'est d'avoir sorti ces trucs de leur niche pour les balancer devant une audience gigantesque. Des millions de gens n'avaient jamais touché à ce genre de série. Et ben ils se sont mis à les binge-watcher comme si leur vie en dépendait. Alors comment Netflix a réussi à ratisser aussi large? Et ben souvenez-vous, à partir de 2016, la plateforme a décidé de produire des séries capables de parler aussi bien aux gamins de 10 ans qu'aux darons de 40. Ça paraît impossible? Et pourtant, c'est exactement comme ça que Stranger Things est né. Un bled paumé des années 80, des ados qui disparaissent, 3 enquêtes menées en parallèle, et la magie du show, c'est donc d'avoir réuni 2 publics qui, à la base, incompatibles. Les jeunes happés par les histoires de puberté, les crushs maladroits, et les parents, eux, qui sont nostalgiques des années 80, avec les posters des Dents de la Mer, des références à Tolkien, des clins d'œil au Retour dans le futur, un mash-up pop culture qui fait péter des plombs à tout le monde. Et dès son tout premier mois, c'était déjà la série la plus regardée de toute l'histoire de Netflix. Et la même année, débarquent 3 autres mastodontes. The Crown, La Casa del Papel, et Black Mirror. Donc The Crown, projet historique plus ambitieux jamais tenté avec des épisodes tournés comme des vrais films. Et même si ça parle de la famille royale britannique, ça a parlé à tout le monde. Ça a cartonné partout. En fait, c'est parce que c'est rattaché à de la vraie histoire, des gens qui vivent actuellement. Tu peux ignorer qui est Pablo Escobar, mais pas la reine Elisabeth II. Take
La Casa del Papel, c'est une autre vibe. Y a pas de réalisme historique, mais c'est plutôt un trip de braquage XXL. Une bande de criminels qui veut dépouiller la fabrique de monnaie espagnole de 2,5 milliards. Rien n'a de sens, tout est over the top. Mais tu restes scotché. Parce qu'au final, ce genre de série n'a pas besoin d'être réaliste. Il faut juste que ça soit bruyant, spectaculaire et imprévisible. Et ça a marché, ça a cartonné. Et puis, il y a eu Black Mirror, bien sûr. Un bijou absolu. Tu kiffes ou pas? C'est quoi l'épisode qui t'a marqué le plus? Parce que chaque épisode est un futur proche dans une techno chelou. Clonage, réalité virtuelle, puce dans l'oreille. Et systématiquement, ce n'est pas la machine qui est mauvaise, mais c'est l'humain. Et vous saviez d'ailleurs que Black Mirror, en fait, c'est inspiré de l'écran noir de notre téléphone. C'est lui, le miroir noir qui est posé partout, qui nous encadre tous. Donc, à la fin des années 2010, Netflix était partout. Ses séries dominaient les tops, ses films raflaient des Oscars, et Hollywood voyait débarquer un élève insolent qui les battait sur son propre terrain. Pendant que les studios Hollywood claquaient des 200 millions de dollars dans un seul blockbuster fourre-tout, Netflix y prenait la même somme et il l'a découpé en 10 projets. Thriller coréen, série européenne, télénova nigérienne. Et donc avec la même somme, Hollywood sortait un seul film, géant, parfois indigeste, qui essayait de ratisser large mais qui n'arrivait pas à plaire à tout le monde. Parce que quand on veut plaire à tout le monde, au final on ne plaît à personne. Netflix, lui, pondait 10 séries locales, pensées pour des publics précis, bien définis, et réussissait à accrocher à la fois Séoul, Berlin et Sao Paulo. Et ça a ouvert la porte à des milliers d'auteurs partout dans le monde. Et c'est comme ça que le streaming est devenu l'industrie la plus massive du monde. Et en 2021, Squid Game arrive et en une semaine, il devient le show le plus regardé de toute l'histoire de Netflix. À eux, c'est record sur record. Et impossible d'y échapper. Le buzz a été tellement violent que même 5 ans plus tard, Netflix n'a toujours pas réussi à recréer un carton du même calibre. Et le plus fou, c'est que personne ne sait réellement mais pourquoi. Parce que le genre des jeux mortels, ça existait déjà. Battle Royale, Hunger Games, Alice in the Borderland. Mais là, la moutarde a pris. Peut-être parce que c'est la série qui a poussé les contrastes à fond. Les couleurs criardes face aux dortoirs gris. Les jeux d'enfants face aux exécutions barbares. Les riches contre les pauvres. La solidarité contre la trahison. Et au cœur de tout ça, la vie contre la mort. En un mois, Squid Game a été visionné pendant 1,5 million d'heures. Et ils ont pris la première place dans tous les pays où Netflix existe. Et niveau pop culture, je pense qu'il est inutile de le préciser. Masque avec les figures, survêt vert. Tout le monde a voulu se déguiser, même moi. C'est bon les gars, j'ai un c'est bon, il a fait des trucs, le truc cheap encore. Pour ces genres pas. Ce fut le sommet absolu de Netflix. Mais on sait tous qu'après le sommet, vient forcément la descente. Donc à la fin des années 2010, quand tous les gros studios ont enfin compris que c'est le streaming le vrai futur, ils se sont mis dans la panique pour créer leur propre plateforme. Tout le monde s'y est mis. Des gros studios cinéma jusqu'à des boîtes qui n'avaient jamais touché une caméra de leur vie. Et là, c'était qui ferait la série la plus tape à l'œil, avec le plus gros budget et les affiches les plus criardes. Et Netflix, malheureusement, a dû rentrer dans cette guerre. Et pour eux, c'était du jamais vu, parce que jusque-là, ils régnaient tout seuls dans ce game. Les seuls à vendre des DVD par abonnement. Le premier à passer sur Internet. Les premiers à produire des séries pensées pour le streaming. Mais cette fois-ci, les concurrents ont débarqué en masse. Et c'est là que Netflix a commis son erreur fatale. Au lieu de continuer à tracer sa propre route, ils ont décidé de jouer selon les règles d'Hollywood. Et donc la production est passée en mode usine. Ah, faut que ça file. Moins d'expérimentation et plus de franchises achetées à prix d'or. Et des stars bankable mises en avant. En gros, ils ont commencé à faire exactement ce contre quoi ils se sont construits il y a 10 ans. Les films de Scorsese, Cuarón, les frères Cohen ont laissé la place à Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth. Avant Netflix, ils misaient sur les auteurs et maintenant, ils misent sur les noms qui claquent sur l'affiche. Et ça se voit, malheureusement, parce que fini le temps où chaque année, il sortait un ovni original qui devenait culte. Aujourd'hui, les gros cartons Netflix, c'est soit des suites de succès passés, soit des adaptations de licences déjà connues. Comme Mercredi, c'est la famille Addams revisitée. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est une version live du dessin animé culte. The Gentleman de Guy Ritchie, juste le recyclage de son film le plus connu. Donc moins de prise de risque et plus de noms qui rassurent. Et c'est justement ce virage qui les a transformés en un Hollywood bis. Mais là encore, c'est le moindre des mal. Vous n'avez pas remarqué que les séries Netflix finissent tous par voir la même tête? Une image super lisse, des couleurs flashy, plus une seule vraie ombre. Et si je vous disais que c'est fait exprès? Et ça a même un nom. La simplification visuelle. En gros, Netflix veut des images faciles à tourner et faciles à regarder. Surtout sur les petits écrans, là où au final personne ne voit les petits détails, ni les subtilités de lumière. Donc ces dernières années, la plateforme a même créé son propre manuel de tournage. Les chefs-op n'ont le droit qu'à une poignée de caméras
pour que le montage soit plus rapide. Sauf que quand tu réduis des milliers d'options à 10 caméras autorisées, faut pas s'étonner que tout finit par se ressembler. Et ce n'est pas que l'image, parce que côté scénario, c'est la même chose. Comme Netflix a habitué son public à binge-watcher des saisons entières tout en scrollant un deuxième écran, bah du coup, il demande désormais aux scénaristes d'écrire plus simplement, plus directement. Donc beaucoup de dialogues deviennent juste des longs résumés plats. Et donc les personnages perdent leur âme la plus puissante, c'est-à-dire les mots. Et tout ça, ça fout un peu les jetons. Surtout quand on pense au nombre énorme de créateurs qui existent, partout dans le monde, qui doivent plier leur projet à ces règles pour espérer être validés par Netflix. Mais le pire, c'est que Netflix n'est pas le seul à avoir pris ce virage. Regardez les séries Marvel aujourd'hui. L'esthétique cartoon a complètement remplacé la brutalité réaliste des débuts. Les images sont plus flashy, plus artificielles, et je ne parle même pas de la chute libre des scénarios et l'absence totale des idées neuves. Et si ça vous semble anecdotique, sachez que dans l'industrie, les pros tirent déjà la sonnette d'alarme. Selon eux, à cause de ces choix imposés par Netflix et copiés partout ailleurs, le cinéma comme art est en train de mourir lentement. Parce qu'aujourd'hui, les plus gros budgets ne partent plus dans l'originalité, mais plutôt dans les projets tape à l'œil. Bruyants, calibrés pour l'affiche, des bonbons colorés avec un emballage brillant, mais presque rien à l'intérieur. Et à ce stade-là, on a vraiment l'impression qu'il n'existe plus de sortie de secours dans ce labyrinthe. Mais vous savez quoi? J'ai quand même une petite touche d'espoir, une note qui pourrait adoucir la fin de ces scénarios. Avant, les séries les plus chères de Netflix étaient aussi leur plus gros carton. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La plateforme claque des fortunes dans des projets dont personne n'a entendu parler. Flics de Beverly Hills 4, Atlas, Triple Frontière, Day Shift, The Adam Project. Moi, c'est en préparant cette vidéo que j'ai découvert la moitié de ces projets. Autrefois, un projet Netflix réunissait une star et un bon réalisateur, comme Kevin Spacey avec David Fincher sur House of Cards. Maintenant, tout repose uniquement sur la grosse star. Bankable, mais sans bon réalisateur derrière. Mais en résultat, ce qui fait exploser les compteurs, c'est plus les budgets XXL, mais c'est des projets portés par une vraie énergie créative et un style original, comme au final Wednesday, Beef, Replay, Inventing Anna, Arcane, Blue Eye Samurai. Tous ces projets n'ont pas percé grâce à leur blase sur les affiches, mais parce qu'ils respiraient la nouveauté et l'audace. Et donc Netflix est en train de comprendre que miser simplement que sur les grands noms, des scénarios simplistes et une image flashy, ça ne marche plus. Donc espérons que Netflix va comprendre que les spectateurs, au final, ils ne veulent pas juste voir des visages connus, mais plutôt des histoires et des scénarios qui osent aller là où personne n'a encore jamais mis les pieds. Donc allez, mettez un maximum de likes en espérant que Netflix va revenir à l'ancienne. Et moi, mes méga yagadou, je vous fais un maximum de yagadakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.